Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1022. Et quel chapitre! Il faut savoir qu'on aura droit à 4 chapitres d'affilée sans pause et c'est juste énorme. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre acquis du liking et surtout activez la cloche d'or de Chandora pour ne pas manquer de vidéos. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Vous êtes plus de 55% à voir mes vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir afin qu'on atteigne les 40K. Le chapitre commence sur une mise à jour de la guerre d'Onigashima et la confirmation de la défaite des Tobiropo. La balance des forces commence à s'équilibrer, même si du côté de Kaido, ils sont toujours supérieurs en nombre. On a droit à une carte du château avec la position de chaque Tobiropo qui a été vaincu. Page One et Ulti n'apparaissent pas KO, mais leurs noms sont affichés. Les Tobiropo sont bel et bien vaincus. Et personnellement, je le dis depuis la défaite de Who is Who, je trouve ça totalement normal que chaque Tobiropo ait été vaincu en un chapitre. Je ne vois pas pourquoi faire traîner le combat sachant qu'il y a plus important et que les 1v1 s'étaient mis en place il y a une dizaine de chapitres si ce n'est plus. En parlant de 1v1, le chapitre 1021 montrait le power-up de Nico Robin qu'elle a eu pendant l'ellipse avec sa forme Démoniofleur. Et je trouve cette attaque juste incroyable. Je n'avais pas pu vous faire de review, mais pour moi c'était une certitude que Black Maria était KO, comme j'en avais pu parler avec certains sur Instagram. Ce combat a pu mettre en avant notre belle archéologue qui a montré de quel bois elle se chauffait. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les primes d'Emugi à la fin de One Piece et j'étais partie sur une prime de plus ou moins 700 millions pour Robin. Mais après la sortie du chapitre 1021, plusieurs ont alors commencé en disant que ce serait bien qu'elle ait une prime représentative du démon qu'elle est, une prime de 666 millions de berries. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas? J'aime l'idée que sa future prime concorde avec le surnom lymphodémoniaque que le gouvernement mondial lui a donné, en plus de sa nouvelle attaque, Démoniofleur. La suite du chapitre nous montre qu'Onigashima est bientôt au-dessus de la capitale des fleurs et on aperçoit Luffy crier et être plein d'énergie. Il est tout gonflé ayant mangé la nourriture que Caribou lui a donnée. On apprend alors qu'Onigashima arrivera dans 15 minutes sur la Flower Capital. Bien entendu, ça ne veut pas forcément dire que Luffy doit attendre 15 minutes avant d'y remonter à l'aide de Momonosuke. Car une fois que l'île sera pile au-dessus de la Flower Capital, Kaido fera en sorte de faire tomber l'île sur le château de la capitale et c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. Ainsi Yamato qui retient Kaido ne va pas forcément l'affronter encore 15 longues minutes, mais plutôt quelques minutes avant que Luffy ne le rejoigne sur le toit du dôme. En parlant de Luffy qui a besoin de Momonosuke, le chapitre précédent nous a montré à Momonosuke osant demander à Shinobu d'utiliser son pouvoir sur lui afin qu'il devienne un adulte. De cette manière, sa forme dragon serait plus grande et il pourrait aider plus facilement Luffy. C'est une théorie que beaucoup me partageaient mais que je n'ai jamais appréciée. Parce que même si Momonosuke venait à grandir, il aurait toujours le vécu et l'âge mental d'un enfant de 8 ans. Donc personnellement ça me dérange cette idée qu'il devienne adulte. Malheureusement Shinobu confirme elle-même que si elle transforme Momonosuke, ce sera permanent et non temporaire et qu'il gardera ce cœur d'enfant. Si c'était temporaire, j'aurais accepté plus facilement la chose. Mais là, le fait que Momonosuke se retrouvera dans un corps d'adulte alors qu'il n'a que 8 ans me dérange. Beaucoup m'ont alors dit que Momonosuke devait être adulte pour régner en tant que shogun. Sauf que ce n'est pas obligatoire. Dans l'histoire, plusieurs souverains étaient des enfants accompagnés d'adultes compétents. Et Momonosuke sera accompagné de Denjiro qui a appris sur lui et qui a été pendant 20 ans le chien du shogun Orochi. Alors la question est de savoir si le pouvoir de Shinobu sera vraiment irréversible ou non, et si au final Momonosuke va réellement devenir adulte. Car il se peut que Luffy l'arrête avant qu'il ne fasse une bêtise. Il y a aussi la théorie sur l'arrivée de Jewelry Bonnie qui traîne sur la sphère. Grâce à son pouvoir, elle serait capable de redonner à Momonosuke son corps d'enfant, mais on ne connaît pas grand chose sur le pouvoir de Bonnie. Et on ne sait pas si les effets de son fruit sont éternels ou non. Donc à voir, rien n'est encore joué. J'avais aussi envie de vous partager mon ressenti sur la fin du chapitre 1021, vu que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Mais maintenant, reparlons de ce chapitre 1022. Au 3e étage du château, on retrouve Raizo et Fukurokuju qui se battent. Les deux sont des ninjas et s'attaquent sans relâche. Fukurokuju a l'avantage sur Raizo car il est capable de voir à travers la technique de celui-ci. Alors que Raizo lui demande pourquoi il a décidé de servir Orochi, Fukurokuju lui dit qu'il est de son devoir en tant que ninja de servir le shogun du pays, et non pas un homme mort. Selon lui, un vrai ninja ne doit pas avoir de sentiments personnels. Mais pour Raizo, c'est tout le contraire. Leurs actions sont sincères parce qu'ils sont guidés par leurs sentiments. Et il ajoute qu'il y a 20 ans, ils sont tous morts avec Oden Kozuki. Ils ne sont eux-mêmes que des fantômes du passé.
Reizo annonce alors que la nuit de Kaido et Orochi est sur le point de se terminer et que le soleil brillera sur Wano Kuni quand Momonosuke deviendra le shogun du pays. Momonosuke Kozuki sera le shogun à l'aube du pays et la nuit interminable prendra fin sur la défaite de Kaido et Orochi. Pendant le discours de Reizo, on aperçoit les autres fourreaux rouges en train de se battre ou de courir. Seuls Kiku, Kinemon et Ashura Doji sont toujours allongés sur le sol, laissant penser qu'ils sont réellement morts. Personnellement, j'ai encore des doutes sur leur mort, mais on en aura sûrement bientôt le cœur net. Au deuxième étage, on retrouve Killer et Hawkins qui combattent. Killer n'arrive pas à vaincre Hawkins malgré ses nombreuses attaques. Hawkins est sous sa forme d'épouvantail et plusieurs poupées de paille sont sur le sol, démontrant que Killer lui a déjà enlevé plusieurs vies. Killer lui demande alors combien de vies il a stocké et Hawkins lui répond qu'il ne lui en reste plus beaucoup. Seulement, alors que Killer le poignarde, Hawkins rit et dit que la question à se poser est plutôt à qui appartient la vie. Juste après, on a la réponse à cette question vu qu'on retrouve Law et Kid face à Big Mom au premier étage. Kid tombe alors soudainement avec un coup de couteau apparaissant sur sa poitrine. Hawkins a pris la vie de Kid en otage et l'annonce alors à Killer en lui disant que s'il le tue, son capitaine Eustace Kid mourra également. Un retournement de situation qui empêchera Kid de combattre correctement Big Mom aux côtés de Law étant blessé. Hawkins a à nouveau usé d'un coup de traître comme il l'a fait avec Law pour l'enfermer. Mais c'est ce qu'il fait de mieux. Dans ce cas, les chances que Hawkins avait annoncées pour la victoire de Killer sont encore plus certaines, même si bien entendu on peut imaginer qu'il y aura un retournement de situation contre Hawkins qui se verra battre d'une manière ou d'une autre. Pour continuer, on retrouve King et Queen à la salle du concert qui anéantissent tout sur leur passage. Ils attaquent tous les gifters qui les ont trahis et on retrouve Sanji à terre. Ce dernier a tenté de les combattre à lui seul, mais il a été jeté. Marco a également atteint sa limite et ne peut non plus les arrêter. Il est à terre en sang sous sa forme humaine et n'a plus de force, ayant retenu les deux Yonko commandeurs de Kaido pendant plusieurs minutes seuls. Sanji ne se laisse pas abattre et se relève. Il dit à Chopper et Miyagi de prendre Zoro et de s'enfuir si le médicament ne fonctionne pas. Le docteur Miyagi dit alors que le médicament peut prendre du temps à faire effet vu l'état critique de Zoro. Sanji retourne combattre à nouveau Queen et lui donne un coup de pied au visage. Quant à King, il a pour cible Zoro qui est toujours à terre. De son côté, Perospero est toujours présent et tente de viser Sanji pour se venger du mariage raté à Whole Cake Island. Mais juste avant de pouvoir lui tirer dessus, Nekomamushi arrive à toute vitesse et gifle Perospero au visage. Ce coup fait valser Perospero au loin de la scène du concert et Nekomamushi le suit. Quant à Zoro, il se fait porter par des samouraïs qui courent aux côtés de Chopper et Miyagi. Mais King apparaît devant eux bloquant leur chemin. King les attaque avec une boule de feu, mais Marco apparaît à grande vitesse et bloque King avec la même attaque qu'il a utilisée pour bloquer Kizaru à Marineford. Marco parle alors d'une histoire qu'il a entendue il y a bien longtemps, un récit sur une race d'êtres capables de créer du feu, une race qui vivait au sommet de Redline. Il lui demande alors si son surnom, King l'incendie, est lié à ça. King ne répond pas et Queen entre en scène en disant que Marco doit crever. Il prépare alors son rayon laser tandis que King prépare une boule de feu dans sa main. Marco lève alors ses mains et dit qu'il n'a plus de force. Il dit que son combat s'arrête là et qu'il est temps que les stars entrent en scène. Pendant que Marco dit ça, Zoro est en train de déchirer ses bandages de l'intérieur. La dernière double page est là pour nous hyper au plus haut point puisque c'est sous les cris de l'Alliance que Zoro et Sanji attaquent ensemble King et Queen. Les deux ailes se déploient. Les deux lieutenants du futur roi des pirates sourient, contents du combat qui les attend. Zoro dit alors aux cuistots que s'ils arrivent à gagner cette bataille, Sanji finit sa phrase en disant qu'ils vont la voir arriver très vite, l'ascension de Luffy au titre de roi des pirates. Quoi de mieux qu'une fin de chapitre aussi hypante pour nous tenir en haleine quand on sait qu'on aura droit à 4 chapitres d'affilée les semaines prochaines sans pause. Ce chapitre était incroyable, mais cette fin de chapitre était des plus satisfaisantes. Notre duo Sanji-Zoro est enfin de retour face aux deux commandants de Kaido. Un combat qui s'annonce compliqué mais qui sera remporté sans nul doute par ces deux Mugiwara qui auront enfin un 1v1 à la hauteur de nos attentes. Zoro a aussi mis son bandana, démontrant qu'il sera sérieux dès le début. Une chose totalement logique dans cette situation qui n'a pas l'air d'être à leur avantage au premier abord. Il ne faut pas non plus sous-estimer Marco qui a bien tenu tête à ces deux monstres de puissance que sont King et Queen. Même s'il est dorénavant fatigué, il a gagné du temps et a permis à l'Alliance de tenir le coup. Sans lui, la guerre serait déjà finie. Ce qui est sûr, c'est que si Marco devait combattre King ou Queen en 1v1, il aurait gagné haut la main. Ce chapitre a mis aussi en avant la découverte de la race de King.
Il était temps qu'on en sache plus sur lui et le fait que cette race habitait au sommet de Redline et que la caractéristique qui les différencie c'est le feu. C'est d'autant plus intéressant. Ça veut dire que ce ne sont pas ses ailes qui ont mis la puce à l'oreille de Big Mom, mais bien les flammes qui l'entourent sans cesse. On peut donc supposer que ces ailes sont des fausses ailes au même titre que Tenguyama Heitetsu, même si on peut toujours croire que ce sont des rêves. Par contre, j'aimerais bien savoir sur quel sommet de Redline se trouvait le village de cette race. On sait que Marijoa se trouve aussi au sommet de Redline, pile 20 000 mètres au-dessus de l'île des Hommes Poissons. On pourrait supposer que cette race habitait au sommet de Rivers Mountain, un point culminant de Redline. En tout cas, Big Mom était certaine que cette race était une race éteinte, donc on peut avancer sans grande surprise que King serait le dernier survivant de cette race enflammée. J'ai hâte d'en savoir plus sur King et j'ai hâte surtout de voir son combat contre Zoro et celui de Queen face à Sanji. Les derniers 1v1 sont mis en place. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé en commentaire et me donner votre avis sur ce chapitre. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu avec votre acquis du likement. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!